En manchette, production record d'électricité pour Rio Tinto en 2016. Et Logement Trade refuse catégoriquement l'offre du maire Jean Tremblay. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ce web journal du 18 janvier 2017. Les berges du lac Saint-Jean s'élargissent pour la troisième année consécutive malgré des conditions humides et une production record d'électricité par Rio Tinto en 2016. C'est du moins ce que dévoile le bilan de l'entreprise rendu public aujourd'hui. Guillaume Pelletier a plus de détails. Malgré des conditions plus humides qu'à l'habitude, les berges du lac Saint-Jean ont connu un élargissement en 2016 selon le bilan d'énergie électrique de Rio Tinto. Le programme de stabilisation des berges mesure à chaque automne 49 km de plage, donc les largeurs sur 49 km. Le bilan dévoile qu'après un léger recul en 2013, les berges du lac Saint-Jean se sont élargies depuis grâce notamment à des conditions moins érosives. On est en augmentation depuis 2014-2015 et en 2016. Donc sur la base que les plages augmentent en largeur, sur la base aussi que moins de tempêtes que la moyenne en 2015 et 2016, on peut en conclure que les conditions érosives des 2 dernières années ont été inférieures à la moyenne. Si l'élargissement des berges est une bonne nouvelle pour les riverains, Rio Tinto n'en voit pourtant pas sa production affectée avec un nouveau record de production en 2016. Production à 2260 MW. Cette année, c'est un nouveau record établi. Pour une troisième année consécutive, Rio Tinto affiche un surplus d'énergie avec un transfert de 5 % de sa production totale d'hydroélectricité à Hydro-Québec. Puis on a transféré de l'énergie à Hydro-Québec en 2006, en 2012. Et les 3 dernières années, à savoir 2014, 2015 puis 2016. L'entreprise a toutefois été acheteur d'énergie auprès d'Hydro-Québec à plusieurs occasions dans le passé, notamment en 2010. Et on avait une période très sèche en 2010, ce qui avait fait en sorte qu'on avait dû signer un contrat d'urgence avec Hydro-Québec. Si les données de l'année 2016 sont intéressantes pour Rio Tinto, 2017 s'annonce toutefois très chargé avec notamment la renégociation du programme de stabilisation des berges. Ici Guillaume Pelletier, ATM Nouvelles à Alma. La coordonnatrice de Logement Trade, Sonia Côté, a refusé catégoriquement l'offre du maire Jean Tremblay concernant la coopérative d'habitation. Le maire offrait 20 logements entièrement payés à Chicoutimi en association avec l'Office municipal d'habitation. Pour sa part, Sonia Côté souhaitait garder le contrôle de sa coopérative, étonnée à ce que la construction se fasse à Jonquière. Le maire Jean Tremblay ne comprend pas comment l'organisme peut rejeter une telle suggestion. 2 bris d'aqueduc ont paralysé le service pendant une bonne partie de la journée. La première était située dans la rue Lejeune, dans le quartier de la Réserve à Chicoutimi, et la deuxième sur la rue de l'Hôpital à Jonquière. Dans les 2 cas, le service devrait revenir en fin d'après-midi entre 15 et 16 heures. Louis Martin. À la suite du débat français entourant la course à la direction du Parti conservateur du Canada qui a eu lieu hier au Centre des congrès de Québec, ma collègue Marie-Pierre Leboeuf s'est entretenue avec le militant Louis-Martin Leclerc. Louis Martin, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, qu'avez-vous pensé de la formule du débat conservateur, du Parti conservateur d'hier? Il faut donner toute la crédibilité à Pascal Léry qui a animé le débat hier soir. C'était fantastique. Malgré la difficulté au niveau du français, je pense que les candidats ont tous été extrêmement ordonnés. Les temps ont été respectés, les questions étaient bonnes et surtout, il y avait possibilité pour les militants conservateurs de participer. Moi, au niveau de la forme, j'ai trouvé ça excellent. On en a glissé un mot du français. Qu'en avez-vous pensé? Visiblement, c'était difficile. Ça nous repositionne un peu dans le bain francophone au Québec. Je pense qu'il y avait quoi? Il y avait une 13-14 candidats hier soir qui étaient à ce débat-là. Il y en avait visiblement 4, peut-être 5 qui maîtrisaient le français. On parle de Deepak, d'abord, qui ne disait pas un traître mot de français. Mme Leach, qui essaie de se rapprocher du Québec, mais qui, encore une fois, n'est pas capable de maîtriser facilement le français. C'était laborieux. C'était excessivement laborieux hier, la maîtrise du français. Est-ce que c'est très important, selon vous, d'avoir un dirigeant du Parti conservateur qui est bilingue? C'est essentiel. C'est essentiel. C'est définitif qu'on ne peut pas gagner. Le premier ministre ne peut gagner le Canada sans parler français ou voire même sans parler anglais, doit être bilingue. Actuellement, au Canada, il y a à peu près 100 provinces, 100 comtés où est-ce que les gens ont la majorité francophone. Alors donc, si on ne parle pas français, c'est dire qu'on donne ces 100 comtés-là à qui? À Justin Trudeau. Alors, on part à moins 100 déjà. Le candidat qui va être élu doit impérativement parler français pour espérer ravir la position de premier ministre à la prochaine élection en 2019.
On parle d'un premier débat en français. Qu'est-ce qui vous a surpris hier soir? Il y a 3 candidats, moi, qui m'ont surpris. Maxime Bernier était très fort. Je pense, comme à l'habitude, il a montré qu'il était en capacité de défendre ses concitoyens, de défendre les valeurs canadiennes, mais aussi les valeurs québécoises. Il y a Chris Alexander, qui est l'ancien ministre de l'Immigration, mais qui est aussi le premier consul général du Canada au Pakistan, si je ne me trompe pas, qui a été le premier après la chute des talibans, qui a été excessivement solide dans sa manière de présenter ses idées, des idées qui ressemblent fondamentalement à ce que le Québec a comme valeur depuis les tout débuts. Et un autre candidat aussi qui m'a relativement impressionné s'appelle M. Peterson, qui est un homme d'affaires, qui maîtrisait bien le français, qui était fantastique. À ce moment-ci de la campagne, qui aurait votre vote? Je dirais que, bon, la course à la chefferie du Parti conservateur se détaille en 3 morceaux, alors donc on doit noter tous les candidats de 1 à 14. J'irais pour premier choix Maxime Bernier, j'irais deuxième choix Chris Alexander et j'irais troisième fois M. Peterson, définitivement. Et qu'est-ce que vous pensez de la stratégie de Kevin O'Leary de se présenter au lendemain du débat? Actuellement, je voyais qu'il y a un mot-clic sur Twitter. Le mot-clic le plus tendance au Québec, c'est Chicken O'Leary. Ça démontre que M. O'Leary n'avait pas la capacité d'apprendre le français, qu'il n'a pas fait l'effort d'apprendre le français, mais qui en avait cure d'apprendre le français, puis qui a décidé juste de retarder sa mise en candidature à aujourd'hui ou hier, aujourd'hui même. Moi, j'aime pas du tout ça. Ça démontre qu'il y a peu d'intérêt pour les valeurs québécoises, qu'il y a peu d'intérêt pour les 2 peuples fondateurs du Canada, qui sont le Haut-Canada et le Bas-Canada, donc le Québec. Et ça démontre aussi qu'il n'y a aucun intérêt à apprendre le français. Moi, ça me dérange, absolument. Est-ce que vous croyez en un dirigeant québécois? Oui, définitivement, définitivement. Est-ce que ça va faire pencher la balance? Je pense que oui, sauf qu'on ne peut pas passer sous silence que Stephen Harper a gouverné pendant 5 ans sans l'apport du Québec. Alors, est-ce que ça va faire la différence? Peut-être, sauf que ce n'est pas un essentiel pour moi que le dirigeant du Parti conservateur soit québécois. Qu'est-ce qui permettrait au Parti conservateur de battre Justin Trudeau aux prochaines élections? Je crois que le Parti conservateur doit se replacer un peu sur l'échiquier politique. On est devenu extrêmement à droite sous Stephen Harper. On a essayé de pencher un petit peu vers la gauche dans certaines années. Là, je crois qu'on doit revenir à notre position originelle qui est un conservatisme fiscal, mais une espèce de libéralisme plus social. Le Parti conservateur n'est pas un parti conservateur qui est contre le mariage gay ou voire même l'avortement. Je pense qu'on a essayé de donner cette image-là au Parti conservateur, ce qui est totalement faux. Pour 2019, c'est définitivement un parti qui doit se replacer dans ses bases, qui doit aller séduire son électorat, mais qui doit démontrer plus d'ouverture envers les minorités, envers les homosexuels, par exemple, envers l'avortement pour les femmes, envers les grandes questions sociales du présent siècle. Actuellement, comment va le membership dans la région pour le Parti conservateur? On a eu la chance ici d'avoir 2 ministres qui ont particulièrement bien procédé au cours des années de mandat, alors Jean-Pierre Blackburn puis Denis Lebel. C'est certain que, bon, M. Blackburn ayant quitté la scène politique depuis de nombreuses années, le membership dans Jonquière en tant que tel a particulièrement descendu. Par contre, M. Lebel, son membership va extrêmement bien. Je pense qu'on a une région qui est forte. Par contre, on a le même poids. Nos comtés ont exactement le même poids que des comtés très, très, très conservateurs. C'est une ancienne technique du parti réforme, du parti de Peter MacKay, qui était plus à gauche socialement. Lui avait dit, les régions, tous les comtés doivent avoir 100 points. Alors qu'on ait 8 ou 100 millions de membres, on a 100 points à la course. Et donc, au niveau du membership pour la course, ça ne change pas grand-chose. Et selon vous, rapidement, est-ce qu'il y a un sujet à controverse qui va faire pencher dans la balance pour le Parti conservateur? Je vous dirais que définitivement, la place du français doit être excessivement importante au cours de cette course au leadership-là. Moi, je trouve que certains candidats du Parti conservateur essaient de se coller beaucoup à Donald Trump, comme Mme Leach, par exemple, qui fait une politique qui est presque calquée sur Donald Trump. Moi, j'aime pas ça. Ça peut porter à confusion. Puis il y a certains électeurs canadiens qui vont détester cette technique de campagne-là, de se coller à ce que M. Trump propose. Alors, je pense que définitivement, dans les messages ainsi que la gestion de l'offre, ça va faire scandale, probablement. Merci beaucoup, M. Leclerc. Passez une excellente fin de journée. Merci. La CSN, par la voix de la vice-présidente de la Fédération de la santé et des services sociaux, Mélissa Gawette, souhaite un moratoire pour le projet Optilab qui vise à une réorganisation des laboratoires de biologie médicale. Selon elle, la mise en place se fait trop rapidement et plusieurs questions demeurent sans réponse. Laurence Desbiens, pourquoi la CSN demande-t-elle un moratoire? Eh bien, il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse et qui pourraient créer un problème pour le projet Optilab. Donc, on parle notamment du transport des spécimens. Donc, on ne sait pas par qui va être assuré et si c'est sécuritaire.
Et on parle aussi de la main-d'œuvre. Donc, il risque d'avoir des pertes d'emploi et des transferts de postes dans d'autres laboratoires. Donc, les gens qui travaillent en laboratoire sont un peu inquiets parce qu'ils ne savent pas s'ils vont être transférés ou s'ils vont perdre leur emploi. Et qu'est-ce qui explique ce manque de réponse? Eh bien, selon Mme Gawet, le gouvernement va trop vite dans la création d'Optilab. Il ne prend pas la peine de régler les problèmes et ces problèmes-là pourraient devenir majeurs pour Optilab. On l'écoute à l'instant. Il y a beaucoup de points d'interrogation qui subsistent dans le dossier pour que le projet ralentisse et qu'on change la forme actuelle d'Optilab parce qu'on pense qu'il va avoir des conséquences assez majeures. Mais quelles sont les solutions qui pourraient régler ce problème-là? Eh bien, toujours selon Mme Gawet, le gouvernement devrait écouter plus la population et aussi les gens qui travaillent dans les laboratoires. Donc, en ce moment, le gouvernement mise beaucoup plus sur l'achat des installations et néglige un peu la proximité à la population. Donc, il néglige un peu ce que la population demande. Et il consulte plus les médecins que les gens qui travaillent chez Optilab, alors que les médecins n'ont pas vraiment rapport avec Optilab. Et comment le système de santé rassure-t-il la population? Bien, selon le responsable des communications du CIUS, Marc-Antoine Tremblay, il n'y a pas de problème. En fait, il y a déjà des mesures qui ont été prises pour contrer ces problèmes-là. On l'écoute. Il y a déjà beaucoup de transports entre les différents laboratoires vers Chicoutimi. Chez Chicoutimi, on en envoie à Québec. On a des trucs aussi qu'on envoie aussi à Sherbrooke, aussi loin que dans le restant du Canada. Et il n'y a pas vraiment de problématique non plus. Et on travaille beaucoup là-dessus avec des chercheurs, des universitaires aussi, pour être à jour et avoir la meilleure technologie côté traçabilité, fiabilité, pas perdre aussi d'échantillons. Merci beaucoup, Laurence, pour ces quelques mots. Je vous en prie. L'entreprise Claveau et Fils sur le boulevard Saguenay du secteur Kenogami continue de déranger le voisinage avec les bruits causés par son projet d'agrandissement. La population parle même d'aller en référendum sur la question. Voici un reportage de Samy-Nicolas Levesque. Les résidents du quartier de Kenogami dénoncent l'entreprise Claveau et Fils de faire trop de bruit et de nuire au visuel de leur entreprise en raison des montagnes de terre accumulées sur leur terrain. Les gens du voisinage ne cachent pas leur opposition face à ce projet. C'est le cas de cette médecin de famille qui habite sur la rue Bourassa. C'est continuel là, dans la journée, à tel point que mon conjoint, pour jardiner, s'est acheté là, un système anti-bruit. La pollution sonore et visuelle de l'entreprise est causée par le projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, qui a été reporté à une date indéterminée. Ce qui signifie que Claveau et Fils sont en train d'agrandir leur bureau. Si tout n'est pas réglé au prochain conseil d'arrondissement de Jonquière, la population n'écarte pas la possibilité de demander pour un référendum sur la question. Leur but est de relocaliser l'entreprise de Claveau et Fils pour qu'il ne se trouve plus au cœur d'un quartier résidentiel, parce que l'entreprise empêche la population de vivre paisiblement. C'est très épeurant parce que tu te dis que s'ils ont pu faire tout ça avec juste leur permis d'excavation, mais qu'est-ce qui va advenir? C'est à un point tel qu'on se demande, bien en fait, si je devais vendre ma maison, je serais quasiment obligée de dire aux gens, ceci n'est pas un paradis. Nous avons essayé de rentrer en contact avec d'autres gens du voisinage, mais contrairement à Mme Gilbert, ceux-ci ont aimé mieux rester en dehors de cette histoire pour cause de confidentialité. Pour ce qui est de Claveau et Fils, ils ont décidé de ne pas donner leur opinion sur le sujet pour ne pas rajouter d'huile sur le feu. Le tout devrait être réglé au prochain conseil d'arrondissement de Jonquière le 14 février prochain. Ici Samy-Nicolas Levesque, ATM Nouvelles, Saguenay. Le projet des serres Toundra à Saint-Félicien reçoit l'appui du président de Produits forestiers résolus, Richard Garneau. Selon lui, les critiques concernant les conditions de travail et la difficulté à recruter des employés ne sont pas fondées. Il rappelle que c'est une entreprise qui démarre et que c'est normal qu'il peut y avoir certaines embûches. Le nouveau bloc opératoire de l'hôpital de Roberval a repris ses opérations ce matin après une fermeture de 8 mois à la suite d'un incendie. Les 5 salles d'opération sont de nouveau en activité, que ce soit en chirurgie générale ou en orthopédie. Durant la fermeture, environ 3000 opérations ont dû être reportées ou annulées. Selon le directeur général de la Chambre immobilière régionale Carlos Cordeiro, la situation économique du Saguenay-Lac-Saint-Jean nuit aux marchés immobiliers.
Il croit que les pertes d'emplois et le manque de projets novateurs régionaux sont responsables de la baisse de ventes résidentielles pour une 4e année consécutive à Saguenay. Rosalie Dumais-Beaulieu, en quoi consiste la situation, économique influence-t-elle le marché immobilier au Saguenay? Oui, bien en fait, c'est selon ce que M. Cordero m'a expliqué, c'est qu'il n'y a aucun projet de construction qui est actuellement en cours dans la région. Par exemple, le plan Nord, bien, ça n'existe plus et le gouvernement actuellement n'entrevoit pas de nouvelles mesures particulières pour relancer l'économie de la région. Donc ça crée beaucoup de pertes d'emplois et ces pertes d'emplois-là font des conséquences dans plusieurs domaines, notamment le domaine immobilier. Et M. Cordero a quelque chose à nous dire à ce sujet. On a perdu 1600 emplois cette année en 2016 versus 2015 au niveau de l'emploi ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les gens qui ne travaillent pas, c'est des gens qui n'ont pas de sous pour acheter des maisons, c'est des gens qui n'ont pas de sous pour acheter des voitures. Quel était le bilan global du marché immobilier régional pour 2016? Oui, bien en fait, il y a un communiqué qui est sorti hier qui a été révélé par la Chambre immobilière du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui révèle que Saguenay a une baisse de 2 % dans les transactions du marché immobilier cette année par rapport à 2015. Donc, 1092 transactions ont été effectuées. Et ce qui est le plus choquant, c'est que le marché du condo a baissé de 29 %. Mais également aussi, la région métropolitaine de recensement du Saguenay est la seule région parmi les 6 régions existantes au Québec qui a connu une baisse, alors que toutes les autres ont connu une hausse de 6 %. Donc ça, c'est quand même un facteur qui est quand même assez dérangeant. Quel portrait cette situation dresse-t-elle pour l'avenir? Oui, bien Carlos Cordero m'a expliqué qu'il n'y a rien d'alarmant. En fait, la situation n'est pas si grave. On n'en est pas au point de la Gaspésie, par exemple, où il y a personne qui vient s'installer dans la région et plusieurs en sortent. Par exemple, dans les 3 derniers mois de 2016, la situation était quand même assez excellente. Il y a eu une hausse de 11 % des transactions. Donc ça, quand même, ça augure bien pour 2017 et on peut écouter M. Carlos Cordero nous en parler. Ce qui est important surtout, c'est que les prix, les valeurs des maisons restent bonnes. Je veux dire, si on avait une dégringolade au niveau des prix, ce serait vraiment plus catastrophique. Mais les prix médians, ils restent à 170 000, là, exactement comme l'année passée. Merci beaucoup, Rosalie. Ça fait plaisir. Le conseiller régional de la FTQ, Marc Maltais, se distance des propos de son homologue de la Côte-Nord, Bernard Rambaud-Gauthier. Lors de son passage à l'émission Tout le monde en parle le dimanche, le syndicaliste avait alors déclaré que les femmes de la Côte-Nord s'intéressaient plus à la mode qu'à la politique. Et enfin, sur la scène sportive, les défenseurs des Saguenayens de Chicoutimi, Keenan McIsaac et Jérémy Groslot, ont été ignorés par la centrale de recrutement qui a dévoilé ce matin son rapport de mi-saison en vue du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey qui aura lieu en juin. Aucun joueur de la région ne figure également sur la liste. C'est l'attaquant des Wheat de Brandon de la Ligue junior de l'Ouest, Nolan Patrick, qui figure au premier rang. La saison de la pêche blanche commence vendredi sur le lac Kenogami et les amateurs sont impatients de pouvoir pratiquer cette activité. Des mesures de sécurité ont été prises car la glace n'était pas assez épaisse à certains endroits pour y accueillir les maisonnettes. Ma collègue Amélia Chasseur-Chartier s'est entretenue plus tôt cet après-midi avec la secrétaire trésorière de l'Association de pêche blanche de lac Kenogami, Mélissa Dallaire. Madame Dallaire, bonjour. Bonjour. Premièrement, qu'est-ce que la pêche blanche? Bien, en fait, c'est une activité hivernale que les gens aiment beaucoup faire puisque c'est des activités extérieures plus souvent. Certaines personnes vont pêcher en cabane, mais d'autres vont pêcher à l'extérieur. Le plaisir de pouvoir être à l'extérieur avec les enfants puis de pêcher les poissons de fond, c'est vraiment très agréable. OK. Est-ce que vous croyez que cette année, ça va être une grosse saison? Bien, moi, en tout cas, pour ma part, au lac Kenogami, j'ai 174 terrains. J'en ai 150 de réservés. Fait que ça l'achève vraiment là, au niveau de la vente des terrains. Fait que oui, je crois que ça va être une bonne année là, cette année. OK. Et quelles sont vos attentes à propos de cette année-là? Bien, j'aimerais, c'est sûr, que mes membres puissent pêcher autant de poissons qu'ils en désirent. Parce qu'au lac Kenogami, on le sait que c'est pas partout sur le site qu'on va pêcher énormément de poissons. Mais j'aimerais cette année qu'on puisse pêcher beaucoup plus que les années passées. OK. Et pourquoi, selon vous, c'est une activité qui est autant populaire? Parce que c'est à l'extérieur, puis, tu sais, on peut autant pêcher que dire, ah, bien, on va aller faire de la motoneige, on va aller faire de la raquette. Fait que ça nous permet de pouvoir faire d'autres activités extérieures en même temps. Puis c'est familial. OK. Et quel est l'endroit auquel les gens vont le plus?
selon vous? Bien, je vous dirais que la baie a un très gros achalandage au niveau de la pêche blanche, mais depuis, je vous dirais, l'année passée, là, nous, au lac Kenogami, à tous les ans, là, on a de plus en plus de demandes là, que les gens veulent venir là, sur notre secteur. Okay. C'est pas mal dispersé un peu partout. Et selon vous, quel est l'endroit qui mériterait à être connu? Bien, c'est embêtant parce qu'on est plusieurs secteurs au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis je considère que tous, autant un que l'autre, on mérite à être connus parce qu'on a toutes différentes activités, puis on n'a pas les mêmes sortes de poissons non plus à aucune place, alors on mérite tous d'être bien connus. OK. Et qu'est-ce qui fait le charme de la pêche blanche, de cette activité-là? Le charme, c'est le froid. Le froid? Oui, bien, tu sais, parce que c'est souvent l'été, on va aller pêcher, oui, d'un canot, il fait chaud. Tu sais, les gens aiment ça, mais en même temps, être dehors, puis que t'as pas chaud, puis que, tu sais, on peut s'amuser, mais tout en étant bien, parce qu'on n'a pas trop chaud, pas trop froid, on est juste bien, puis c'est agréable. OK. Et est-ce que vous avez quelques conseils à donner aux amateurs? Plus ou moins sur les conseils, parce que je ne suis pas une grande pêcheuse. J'aime la pêche d'été. La pêche d'hiver, moi, c'est beaucoup plus les enfants qui vont l'exercer. Au lac Queneau, ben nous, on pêche beaucoup avec le cœur de bœuf. Fait que c'est sûr que ça, c'est un appât qui est vraiment très gagnant au lac Kenogami. OK. Et lorsqu'on fait une activité comme celle-là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de mesures de sécurité. Est-ce que vous pouvez nous en nommer quelques-unes? Bien, c'est certain que nous, au niveau de l'épaisseur de la glace, ça, c'est la priorité. Puis nous, c'est la ville qui s'occupe de ça. Tant qu'on n'a pas le 12 pouces de glace effective, parce qu'il y a de la bonne glace puis il y a de la pas bonne. Fait que tant qu'on n'a pas 12 pouces de glace qui est noire, bien, on ne peut pas embarquer, c'est certain, là. Présentement, nous, on fait l'embarquement vendredi. Puis vendredi soir, on embarque, mais j'ai une rue au complet là, avec 2 terrains que je ne peux pas laisser embarquer parce qu'eux ont 9 pouces et demi. Fait que l'épaisseur de la glace joue pour beaucoup, puis c'est vraiment la sécurité, c'est ça. Là. OK. Et si les amateurs ne respectent pas ces consignes-là, est-ce qu'il y a des sanctions pour eux? En fait, c'est sûr que la ville essaie de prendre le contrôle de ça parce qu'au lac Kenogami, on le sait que les gens peuvent se rendre à motoneige de tous les côtés. Ils ne peuvent pas gérer ça comme à la baie, mais c'est difficile à gérer aussi parce que c'est beaucoup. Puis le lac Kenogami, on sait qu'il est grand, fait que c'est difficile à gérer. Mais c'est sûr que nous, pour notre part, proche de notre village, c'est certain qu'on essaye à limiter là, les itinérants puis à leur donner des avertissements, à les forcer un petit peu à prendre la place juste qu'on sait que c'est sécuritaire au niveau de la glace. OK. Et quand croyez-vous que l'ouverture va être capable, qu'elle va se faire? Bien, vendredi soir, nous, là, on a eu le hockey. Les glaces nous sont cédées. Fait que, tu sais, mon C1 se rencontre, en fait, ce soir avec nos bénévoles pour prévoir ça. Mais nous, on vise beaucoup le vendredi, là, à partir de 18h pour embarquer nos cabanes à pêche parce qu'on sait que nos gens y ont hâte. Ouais. On ne les fera pas attendre plus longtemps. Vous avez eu des gens qui vous disaient quand est-ce qu'on peut embarquer, on a hâte et tout ça? Ça fait depuis Noël que les gens ils me demandent on embarque-tu, on embarque-tu, on embarque-tu, ils ont hâte, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que je ne les ferai pas attendre jusqu'à samedi matin, pauvres autres. On va embarquer vendredi soir, puis on s'est dit, on sera là jusqu'à l'heure qu'on sera là. Puis c'est pas pire que ça va nous faire plaisir de leur offrir leur plaisir d'hiver. Et jusqu'à quelle date on peut pêcher sur le lac Kenogami? Normalement, début mars. Là, la première semaine de mars, c'est pas mal notre dernière semaine. Là. Mais tout dépend toujours de la glace. Si les températures sont clémentes, on est capable d'avoir encore notre 12 pouces de glace, ça va s'étirer. Mais c'est sûr que première semaine de mars, c'est pas mal le maximum qu'on se rend. OK. Bon, Mélissa Dallaire, qui est membre de l'Association de la pêche blanche de lac Kenogami, merci beaucoup. Bien de rien, ça me fait plaisir. À la météo, Frédéric Gervais, on s'attend à de la neige pour ce soir? Oui, effectivement, Pierre-Olivier, on s'attend à une accumulation de 5 cm de neige pour cette nuit, avec des vents de 20 à 40 km/h et une température stable de -6. La neige se terminera demain en après-midi et dès demain matin, on augmente d'1 degré avec -5 degrés et on se rapprochera du point de congélation en après-midi avec -1 degré et le reste de la journée sera nuageuse.
Du côté de nos voisins au lac Saint-Jean, ils auront une température de moins 5 degrés pour cette nuit avec la neige intermittente de 2 à 4 cm. Pour demain, 60 % d'averses de neige seront attendues dès le matin avec un maximum de moins 1 degré. Le reste de la journée sera tout de même nuageuse. Donc, c'est un bon temps pour sortir dehors et profiter de la température avec nos tout-petits. Merci Frédéric. Quant à vous, mesdames et messieurs, merci d'avoir été présents. À demain!